Merci Bertrand. Il y a beaucoup de façons d'imaginer ce que signifie voir ensemble une image, comme il y a beaucoup de manières d'envisager ensemble images et lieux communs. La plupart des images que l'on voit sont comme un langage grosse d'habitude. On y voit à peu près ce que tout le monde y remarque le temps d'une émission de voix. Ce sont des clichés que nous captons grâce à un stock d'images emmagasinés dans notre mémoire. Scénarios répétés, désirs récursifs, idées subjuguées, métaphores captives. J'ajouterais toutefois que l'image n'est pas plus en elle-même un cliché que la beauté n'est une propriété en soi de la chose. Ce sont ces rapports harmonieux avec nos habitudes qui permettent de la déterminer ainsi. Il y a un passage au début de l'Image-temps de Gilles Deleuze qui résume assez bien ce que j'essaie d'exprimer ici. Comme dit Bergson, nous ne percevons pas la chose ou l'image entière, nous en percevons toujours moins, nous ne percevons que ce que nous sommes intéressés à percevoir, ou plutôt ce que nous avons intérêt à percevoir, en raison des intérêts économiques, de nos croyances idéologiques, de nos exigences psychologiques. Le cliché est donc une image qui détermine un voir ensemble unique, un nous qui partagerait une seule et même perception. Le pouvoir de son rayonnement, du rayonnement du cliché, établit entre tous les individus ainsi reliés par lui une moyenne qui transcende sa singularité. Tous reproduiront, non exactement sans doute, mais approximativement, les mêmes signes unis au même concept. Vous avez reconnu le vieux Saussure, peut-être. On se rappelle que pour contrer ce genre d'effet, Roland Barthes s'est efforcé à singulariser sa perception en s'éloignant de l'interprétation moyenne d'une image. Pour ce faire, il prétendait saisir, sans culture et sans savoir, un pur affect dans un détail et dans l'intensité d'une photographie. Bien des années plus tard, en 2008, dans l'image pensive, Jacques Rancière a démonté l'échafaudage conceptuel de Barthes en regardant les mêmes photographies dont il s'était servi dans la chambre claire. La critique de Rancière consistait à démontrer que Barthes laissait tomber la singularité résistante de l'image pour identifier la production et l'effet de l'image photographique à la manière dont la mort ou les morts nous touchent. Barthes, ainsi, aurait généralisé sa perception supposément singulière de la mort dans une métaphore captive, le col Danton de l'aliéné, et dans une idée subjuguée, le beau visage tranquille d'un jeune condamné à mort. Le pur affect, le punctum barthésien, réinventait finalement un studium, c'est-à-dire une image grosse de savoir et de culture millénaire, bref, un cliché. La virtuosité déconstructionniste de Rancière m'importe peu. En revanche, la position bien particulière, quasi physique, qu'il prend par rapport à Barthes pour l'opérer, elle m'intéresse. Rancière regarde derrière le dos de Barthes les mêmes photographies d'Alexandre Gärtner et de Lewis Hine. Cette métaphore physique nous permet d'imaginer l'interruption du rayonnement mortifère de ces photographies dans le corps de Barthes, comme si ce dernier l'empêchait d'atteindre Rancière, qui est placé tout juste derrière lui, sans pourtant lui cacher entièrement les photographies elles-mêmes. Cette position, finalement, n'est pas qu'une simple métaphore.
Rancière a concrètement besoin, je dirais, du corps de Barthes et de sa transparence lumineuse pour proposer sa propre perception de ces photographies. Elles n'ont finalement aucun lien déterminé avec la mort. Elles sont foncièrement indéterminées, ces photos. Regarder derrière le dos d'une personne ce qu'elle voit devant elle suggère bien, à mon sens, un voir ensemble, mais un voir ensemble qui n'a rien à voir avec le consensus du cliché. Si Rancière voit simultanément avec Barthes les mêmes photographies en se plaçant derrière lui, c'est parce qu'il veut différencier sa perception de la sienne, tenant une position dissensuelle qui semble nous dire « Voici moi ce que je vois de ces photographies », en ne voyant pas ce que Barthes y voit, lors même qu'il est devant moi. La leçon que j'aimerais tirer de cet épisode, c'est que le voir ensemble ne signifie pas dans tous les cas et nécessairement la réduction du nombre de perceptions d'une même image au chiffre unique. Il peut très bien être, à l'inverse, l'expression d'un regard pluriel. Dans son petit ouvrage « Bellatar, le temps d'après » paru en 2011, Jacques Rancière a commenté le début de Damnation, film du cinéaste hongrois sorti en 1988. Il s'agit d'une scène où la caméra décolle littéralement du paysage en un long zoom arrière qui nous dévoile dans le cadre d'une fenêtre, avant d'aller se placer derrière un personnage qui regarde le même paysage à travers la même fenêtre. Il ne s'agit pas, dit Rancière, de planter le décor de petite ville industrielle où va se situer l'action des personnages. Il s'agit de voir ce qu'ils voient, car l'action n'est finalement que l'effet de ce qu'ils perçoivent et ressentent. Je ne m'accroche à rien, dit Carrère, l'homme à la fenêtre, mais toutes les choses s'accrochent à moi. Voir ce qu'il voit, comme le dit Rancière, est bien ce que j'appellerais un voir ensemble. Mais voir ensemble ne signifie pas que le paysage industriel, vu par la fenêtre, est une image qui rayonne dans une seule perception, qui unirait le personnage et le spectateur. En se plaçant derrière le dos du personnage, la caméra divise le rayon unitaire de l'image en deux. Rancière décrit cette scène pour montrer que ce sont les choses qui arrivent au personnage, ce qui ne change rien à l'affaire, car les choses se fragmentent dans les regards. Ce que Rancière ne voit pas cependant, c'est que la caméra qui filme de dos le personnage traduit littéralement en plan cinématographique sa position par rapport à Barthes, que j'ai défini plus tôt. Si les choses affectent le personnage comme les zébrures inattendues de la mort atteignaient Barthes dans La chambre claire, elles ne nous atteignent pas, nous qui, derrière le personnage, voient pourtant avec lui le même paysage de sa chambre. Paolo Virno a introduit la question de la multitude à partir de la définition des lieux communs dans la rhétorique d'Aristote. Quand nous parlons aujourd'hui de lieux communs, nous voulons désigner au plus près les expressions stéréotypées, les banalités, les métaphores éculées. Or, ce n'est pas la signification première de l'expression lieu commun. Pour Aristote, le topoi koinoi sont les formes logiques et linguistiques de valeur très générale, disons aussi l'ossature de tout notre discours, ce qui autorise et ordonne toute locution particulière. Ils sont communs, ces lieux, parce que personne ne peut s'en passer. Aristote indique au moins trois.
on indique au moins trois. Le rapport entre plus et moins, l'opposition des contraires, la catégorie de la réciprocité. Ces catégories, comme toute ossature effective, n'apparaissent jamais en tant que telles. Elles constituent la trame de la vie de l'esprit. Contrairement aux lieux communs comme forme logico-linguistique fondamentale, les lieux spéciaux pour Virno sont des façons de parler, penser, qui s'avèrent appropriées quand on se trouve au siège d'un parti ou à l'église, dans une salle de cours à l'université ou parmi les supporters d'un club de football. Les lieux spéciaux rappellent à plusieurs égards les communautés interprétatives de Stanley Fish. Ils sont effectifs dans la pratique en lien avec des contextes spécifiques, pétris de désirs unifiants et de croyances idéologiques. Bref, les lieux spéciaux, comme les communautés interprétatives, fondent pragmatiquement la signification une des choses sur des clichés interprétatifs qui n'ont d'autre source que des leçons pratiques ou des habitudes incoercibles. Les lieux spéciaux, bien entendu, nous rassurent et sont sécurisants. La question de la sécurité est essentielle pour Virno, car nous ne disposons plus de lieux spéciaux, de clichés à grande échelle, au travail des grands récits, pour nous sentir chez soi en nous protégeant de la multitude dont le grouillement chaotique se fait sentir sous les projections fantasmées du peuple et de l'État-nation. Cela nous permet de comprendre, selon Virno, pourquoi ce n'est plus les lieux spéciaux, mais les lieux communs qui servent d'appui sécuritaire au nombre en tant que tel, à la multitude. La transformation à laquelle nous avons affaire, dit Virno, peut se résumer ainsi. Aujourd'hui, les lieux spéciaux du discours et de l'argumentation dépérissent et se dissolvent, tandis que les lieux communs acquièrent une visibilité, une immédiate visibilité. Les lieux communs, c'est-à-dire les formes logico-linguistiques génériques qui font tous les discours. Adaptant les propos de Virno aux images, je ne peine guère à faire des lieux spéciaux des discours à peu près l'équivalent des images clichés, c'est-à-dire des images dont la signification unique, fondée sur des désirs et des croyances habituelles, est partagée par l'une ou l'autre des sphères de la vie sociale. Ces lieux spéciaux déterminent en somme des communautés interprétatives des images. Quels seraient par contre les lieux communs des images, au sens de Virno? Qu'est-ce qui en fonde l'ossature? Les trois catégories définies par Aristote et que reprend Virno, le rapport entre le plus et le moins, l'opposition des contraires et la réciprocité, ne me sont guère de qu'en second. Ce qui ne m'empêche pas cependant d'imaginer de préciser une nouvelle catégorie qui correspondrait à un lieu commun de l'image au sens d'Aristote. Ce qui acquiert aujourd'hui une immédiate visibilité dans l'image, c'est son caractère dédoublé. Son ossature, pour ainsi dire, n'est jamais une pièce unique. Avant même de signifier quoi que ce soit, de déterminer pour quelqu'un dans un contexte spécifique, l'image est foncièrement plurielle et multiple, sa logique. Il s'ensuit, à mon sens, que la trame de la vie de l'esprit en image n'est pas l'arbitraire, comme pour le langage conventionnel, mais la duplicité même, qui précipite celui qui regarde une image jusqu'à l'os dans le vague, le doute et l'incertain. Triple corollaire de l'indétermination. En imaginant ainsi le lieu commun de l'image, cela m'a permis de concevoir autrement les scènes récurrentes des personnages filmés de dos au cinéma. Les extraits que vous voyez en ce moment sont tirés du film Elephant, réalisé en 1988 par Alan Clark pour la BBC. Ce film, qui s'inspire, sans le nommer, du climat de terreur qui régnait alors en Irlande du Nord, montre durant plus de 30 minutes des hommes filmés presque toujours de dos, qui traversent des couloirs, des salles, des rues, des pelouses d'entraînement et des parcs, et qui, sans prévenir, se livrent à des exécutions sommaires, sans déclaration politique, sans mot d'ordre, sans récit.
Elephant est irréductible à tous les lieux spéciaux ou à tous les autres schémas interprétatifs habituels qui nous permettraient d'expliquer un tant soit peu le sens de leur action. Leur violence est sans visage, anonyme. Le film de Clarke est sans personnage, sans raison, sans explication, sans psychologie et bien entendu, sans réponse. Et c'est bien pourquoi, dans sa soustraction radicale, dans son involution totale, il atteint l'os de l'image. Comme le disait un critique à la sortie du coffret des films d'Alan Clarke en 2011, s'il aime tant filmer des hommes de dos, c'est qu'il préfère poser des énigmes, et plus il creuse, plus elles ressemblent à des abîmes. En filmant les hommes de dos, Alan Clarke empêche de fantasmer l'unicité de l'image. Regard pluriel, comme dans la scène inaugurale de Damnation de Bellatar, nous voyons bel et bien avec eux, mais sans comprendre pour autant ce qu'ils voient. Nous voyons ensemble, certes, mais entre leur voir et le nôtre, il y a une énigme très nette, un abîme concret et cru. L'indétermination trame la vie de l'esprit des images du film. Esprit qui anime simultanément l'action aberrante de ces hommes. Voilà, pour moi, l'un des sens possibles de ce lieu commun du cinéma. Les hommes vus de dos avancent dans le noir et nous y entraînent avec eux. J'aimerais conclure sur un autre exemple filmique dont Alain parlait un peu plus tôt, très récent celui-là, et qui, comme Elephant, propose des images qui se situent, je dirais, avant toute communauté interprétative. Dans son dernier film, L'amour au temps de la guerre civile, Rodrigue Jean poursuit un travail qu'il a entamé en 2008 avec le documentaire Homme alloué sur des jeunes toxicomanes, fumeurs de crack, prostituées du centre-ville de Montréal, centre-sud, pardon, de Montréal, et qui s'est poursuivi avec le projet Épopée, dont les scénarios ont été écrits par ces mêmes jeunes. Rodrigue Jean filme de très près les corps. La caméra tourne autour d'eux. On voit des parties de corps au grand angle, de face, de côté, de dos, une oreille, un bras, une main. Les corps sont parfois maganés, comme on dit ici, parfois très beaux, aériens. Mais ils sont toujours intenses, les nerfs à vif, je dirais. Dans son dernier film, Rodrigue Jean intensifie les images de corps, s'en approche encore plus, leur donnant presque un caractère abstrait, tellement les gros plans indifférencient à plusieurs moments les corps entrelacés. Ce caractère quasi abstrait des images est manifestement un refus de représenter les corps, d'en introduire les actions dans des tracés habituels, des scénarios communs. Je me suis intéressé, comme vous pouvez le voir en ce moment, aux scènes où l'on voit un personnage filmé de dos, toujours le même. On déambule ainsi avec lui dans ses pérégrinations urbaines sans destination précise. Il marche en hiver et au printemps, de jour et de nuit, regardant à gauche, à droite, en bas et en haut, comme s'il évaluait les dimensions du monde, qui sont nettement plus illimitées que l'étroite chambre où il fume du crack et fait l'amour. On marche ainsi avec lui, et bien sûr, on voit avec lui la ville, de jour et de nuit, en hiver, au printemps, mais toujours sans savoir ce qu'il voit vraiment. C'est le lieu commun des scènes, le personnage vu de dos. Mais lorsqu'il rejoint la foule des manifestants à la toute fin du film, quelque chose cependant nous fait sentir qu'on va se reprocher de lui, comme s'il allait rejoindre la communauté sociale et qu'on allait enfin pouvoir le rattraper et synchroniser notre regard avec le sien en une perception unique. Mais ce n'est pas bien sûr ce qui arrive à la fin du film, car les images réalisent la leçon que j'ai retenue d'Elephant d'Alan Clarke. On avance littéralement avec le personnage dans le noir.
le noir de l'écran, n'est-ce pas le lieu commun au cinéma de la visibilité immédiate d'une énigme ou d'un abîme? L'écran noir rappelle pour moi, dans mon stock d'images, Hurlement en faveur de salle de Guy Debord ou L'homme atlantique de Marguerite Duras, films qui étaient tous deux un attentat contre le cinéma, spectacle millionnaire, qui précipitait donc le cinéma dans l'indétermination entière quant à son avenir. Le lieu commun de l'indétermination a bel et bien un contexte filmique pragmatique. Dès lors, contrairement à ce que j'ai affirmé plus tôt, il serait donc un lieu spécial. Je ne crois pas que l'ossature logique d'une image soit immunisée contre les pratiques désirantes, tout comme je doute que les lois soient l'expression indifférente de la raison morale. Je crois au chevauchement entre les lieux communs et les lieux spéciaux. La logique et la raison ne sont jamais indifférentes. Pour nuancer donc ce que j'ai affirmé plus tôt, l'amour au temps de la guerre civile de Roderick Shaw ne se situe pas tout à fait avant toute communauté, mais répond à une communauté bien spéciale qui s'énonce sur le mode de ce qui vient. Une communauté dont la pensée est toujours en train de se faire. Bref, une communauté pensive qui acquiert une visibilité immédiate dans le désir des corps en rupture et des regards pluriels, dans un fondu au noir qui interrompt la visibilité pour donner du volume à l'écart qui nous sépare de l'image à venir. Merci.